cela, vous avez réalisé un travail scientifique sous la direction de Madame Tansouya Hnafiya. Ce travail intitulé Physico-chimie et pharmacomodulation d'agents électrophiles polyvalents de sulfanoïdes est une théorie expérimentale. Vous avez 30 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de vos travaux. À vous la parole. Je vous remercie, président du jury. Excellence président du jury, membre du jury. Je vous remercie aujourd'hui d'être parmi nous, d'avoir honoré cette invitation, d'avoir aussi accepté d'étudier ou d'évaluer mon travail de thèse intitulé, comme vous l'avez dit, La physico-chimie et pharmacomodulation d'agents électrophiles polyvalents de sulfanoïdes, étude théorique et expérimentale. Cet exposé se déroulera ainsi. On commencera par une petite introduction où on évoquera la problématique actuelle des antibiotiques. Ensuite, nous reparlerons, nous traiterons l'origine de nos motivations, l'état de l'art de notre laboratoire, les réalisations qu'on a faites. C'est un peu le plan de travail, la base de notre travail. Ensuite, on évoquera nos raisons nos motivations pour aller vers le soufre, pourquoi on a choisi l'ETIA, et on continuera avec le procédé de synthèse qu'on a effectué afin de synthétiser cette série. Et bien sûr, en dernier, nous évoquerons une modélisation moléculaire où on confirmera, prédira l'activité biologique et on confirmera certaines hypothèses qu'on avait déjà mises. Et on clora cette présentation par une conclusion et d'éventuelles perspectives. L'introduction. Alors, parlant d'antibiotiques, donc le pivot de cette recherche a été les antibiotiques. Donc il faut savoir que les antibiotiques, comme vous le savez, ce sont des molécules capables d'inhiber une croissance de bactéries ou de les tuer, représentant une des découvertes les plus importantes de la médecine actuelle, ou la médecine depuis la guerre mondiale. Et grâce à cette invention, en fait, on a pu sauver des millions de vies. Simplement, leur utilisation massive, voire abusive, a engendré de nombreux problèmes de résistance. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés à un moment donné inefficaces face à des maladies infectieuses. La médecine se trouve progressivement dans une lutte contre des infections de bactéries multirésistantes et commence à faire face à des véritables impasses thérapeutiques dont la fréquence augmente, même dans les pays, c'est-à-dire les pays développés. Sur ce diagramme, nous regardons en fait l'émergence de la résistance à partir, c'est-à-dire on a un intervalle de 10 ans depuis la production, la mise sur le marché d'un antibiotique. 10 ans après, la bactérie développe une résistance et ce qui rend un peu l'antibiotique inefficace. D'après, si on parle de problématiques encore, ce qu'on vit actuellement par rapport à Neili, publié en 2016, la résistance aux anti-infectieux pourrait être responsable de plus de 10 millions de décès par an et devenir ainsi une première cause de mortalité. Et au fait, à l'horizon de 2050, ça c'était avant le Covid, entraîne un coût économique de 100 milliards de dollars. Donc là, je vous laisse deviner un peu avec ce qui se passe avec le Covid et vous voyez la situation actuelle où on se trouve un peu paralysé et désarmé par rapport à un variant quelconque. La problématique aussi, donc non seulement on a des développements de résistance, mais il se trouve que même en termes d'innovation antibactérienne, avant l'année 2000, il n'y a pas eu même l'année 2000, il n'y a pas eu d'antibiotiques mis sur le marché. Le dernier, normalement, c'était les oxazolidinales. Avec cette émergence de résistance, on se retrouve un peu désarmé. On se retrouve avec des 20 ans ou 30 ans de recherche effacés. Face à ces défis mondiaux, des initiatives ont été entreprises par l'OMS où on a proposé des stratégies, on va dire, de formulation ou de développement d'antibactériens. Au fait, on propose des dérivés, on propose de reprendre des dérivés d'agents antibactériens connus déjà, soit développer de nouveaux agents bactériens en ciblant d'autres cibles thérapeutiques, c'est-à-dire aller chercher un autre mode d'action, les nanoparticules pour augmenter un peu leur efficacité, ou sinon par les voies biologiques.
L'activité d'un agent antibactérien connu peut être améliorée via deux stratégies. Donc la modification de la structure chimique d'origine d'un agent antibactérien pour contourner le mécanisme de résistance, c'est-à-dire en modifiant intelligemment une structure déjà existante, soit le développement d'un composé qui inhibe le mécanisme de résistance à un agent antibactérien. Voilà. Ensuite, il est moins probable de développer des résistances liées à des mutations ponctuelles contre des agents multicibles et des agents monocibles. Donc, impacter simultanément différentes cibles pourrait être avantageux, doublement efficace, c'est-à-dire en prenant par exemple deux entités isolées antibactériennes et les combinant ensemble. Au fait, on peut avoir des cibles, des activités antithérapie antibactériennes deux en un. Voilà. Donc, on peut citer ou attaquer les micro-organismes par plusieurs sites différents. Et au fait, c'est un peu la polythérapie ou le multitargeting. L'état de l'art, c'est-à-dire à partir... Ça s'est déconnecté avec la France. Je peux me permettre de me connecter? Allez-y. Il n'y a plus de connexion. En fait, ça s'est carrément déconnecté. C'est carrément déconnecté. Donc, je continue et on verra ça ultérieurement. Sinon, d'accord. Hein? Je reverrai ça ultérieurement. Alors, si je reviens... Donc, il est moins probable de développer des résistances liées à des mutations ponctuelles contre des agents multicibles que des agents monocibles. C'est-à-dire quand on vise plusieurs cibles thérapeutiques dans le même micro-organisme ou dans le même microbe, on a plus d'efficacité que quand on mise sur une seule cible thérapeutique. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire, impacter simultanément différentes cibles pourrait être avantageux et doublement efficace. Et sur cette dernière phrase qu'on s'est basé un peu sur les travaux réalisés dans notre laboratoire, dans l'ALCA. Et là, en fait, on va évoquer l'état de l'art des différents travaux. Donc, normalement, cette méthode de synthèse, elle est vraiment très, très connue. Elle a été évoquée plusieurs fois. Donc, elle a été mise par... c'est l'école de professeur Abdawi Behmo, l'école de professeur Aouf. Ça a été repris à maintes reprises où on synthétisait des molécules bis, enfin des molécules à deux
fragment thérapeutique, activement thérapeutique. Donc cette réaction a été publiée pour la première fois en 1996. Elle a été reprise pour la dernière fois par Dr Nessaib. Donc j'ai repris les travaux de Dr Nessaib pour expliquer l'origine de notre thèse, justement, notre motivation. Il faut savoir que cette molécule qui est en face de vous, donc quand on voit le cycle, le petit chaînon là, en jaune, c'est la partie sulfonamide. C'est la partie sulfonamide. Le sulfonamide, comme vous le voyez sur l'écran, donc c'est un type d'antibactérien, c'est une famille d'antibactériens qui agit sur la synthèse folique la synthèse de l'acide folique. L'acide folique, c'est la vitamine B9 qui est nécessaire et qui est synthétisée par les microbes. La vitamine B9, autant qu'être humain, on ne la synthétise pas, on se la procure par l'alimentation. Ce qui fait, les chercheurs à l'époque, ils ont mis au point, ils avaient une hypothèse, si jamais ils arrêtaient cette synthèse, biosynthèse, elle pourrait justement être bactéricide et tuer le micro-organisme. Et au fait, il y a eu le développement de cette série des sulfadrogues, qui est la sulfamide, et là on a le petit motif en jaune. Ensuite, on a le motif en gris qui est l'oxazolidinone, l'oxazolidinone, c'est le motif fétiche de l'antibactérien Zivox, qui est un antibactérien qui agit justement sur la synthèse protéique de la bactérie. Donc, cet antibiotique qui est la famille des inéloïdes, Zivox, au fait, ils arrêtent la duplication de l'ADN. Du coup, dans une petite molécule qui n'est pas si grande que ça, l'hybridation ou la fragmentation intelligente a été faite. Donc, on a deux motifs isolés qui sont biologiquement actifs à part. Donc, les mettre dans une seule molécule en plus de petite taille demeure très intéressant. Les travaux de Monet aussi ont démontré, même les dernières collaborations, on s'est appuyé sur ça, que en fait, c'était des molécules qui avaient un potentiel très intéressant. C'est pourquoi, en fait, on les a utilisées, c'était l'origine de nos recherches. Ce qu'on a retenu de la bibliographie ou de la littérature, c'est que, bien sûr, de docteur Nessaib et aussi toute l'école sur laquelle ils ont travaillé sur ces petites molécules, que l'effet de l'inhibition est lié principalement à la position et la nature du substituant. Généralement, ces molécules, elles ont représenté une activité intéressante quand elles sont substituées dans position par soit l'hydrogène, mais plus intéressant, avec une activité plus intéressante avec le fluor, le chlore, le méthyle, le méthoxy ou même des fois le chlore. Donc il y avait une variété et à chaque fois qu'on apportait une électronégativité, ça devenait plus intéressant. Certains phénylsulfonamides, ont démontré une activité plus intéressante que des antibactériens de référence qui existaient déjà sur le marché. C'est pourquoi ça nous a un tout petit peu mis la puce à l'oreille et ça nous a intéressés et motivé à chercher à développer cette petite série. Donc, on est parti sur le principe que qu'un ligand comportant deux motifs distincts, activement biologiques, pouvait être plus intéressant c'est-à-dire être efficace thérapeutiquement. Un seul ligand peut présenter une affinité pour deux ou plusieurs cibles non apparentées en combinant différents pharmacophores dans la même molécule, et ce que j'avais mentionné aussi, l'aspirine. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, avec un même traitement, atteindre d'autres cibles thérapeutiques et avoir d'autres portées thérapeutiques. C'est pourquoi, au fait, avant d'avancer dans les travaux, nous avons effectué une petite modification sur les séries déjà entamées par M. Nessaib, où on a évoqué un tout petit peu, repris un petit ce qu'on a retenu des travaux déjà faits, que en fait, la cible thérapeutique, par exemple, avait une cavité bien définie. C'est vrai qu'elle bougeait, que c'était un milieu aqueux, mais on a remarqué qu'en plus, au moment où on avait mis l'hypothèse que en rajoutant, en jouant sur l'électronégativité ou l'hydrophobicité, ou en essayant d'occuper le maximum du site actif, on avait une meilleure activité ou une meilleure réponse thérapeutique. Et c'est pourquoi nous avons
ajouté soit des cycles aromatiques, donc on avait la naphthalène, soit on a rajouté en para le tertiobutyle, soit on a carrément augmenté, comme il avait déjà fait, le chaînon, c'est-à-dire la taille du chaînon. Donc c'était à partir d'oxazolidinone à 5 branches, on avait des 6 branches. Et on voulait justement tester cette hypothèse. On l'avait déjà fait et on a déjà des travaux qui sont en cours de publication. Et notre hypothèse est tombée, en fait, s'est avérée juste. Nous avons aussi estimé le degré de la réactivité chimique globale, en fait, le gap, enfin l'écart énergétique au monument pour savoir quelles étaient les molécules les plus stables, les plus réactives en termes de stabilité ou réactivité par rapport à un site actif, un site thérapeutique. Nous avons, en fait, les valeurs, elles étaient quand même très intéressantes parce que on a remarqué que, en regardant, en visualisant les sphères, l'HOMO se localisait principalement sur les parties aromatiques. Ben, c'est normal parce qu'il y a les liaisons pi. Et l'HUMO, c'est localisé sur les parties oxazolidinol. Enfin, oxazolidinol, bien sûr, parce qu'elles étaient riches en électrons. Et ils étaient aptes justement à interagir. On a remarqué que, plus la réactivité diminuait quand la réactivité active, en fait, la stabilité, on va dire, la stabilité, plus on jouait sur l'hydrophobicité, on augmentait les tailles de la molécule et on avait des molécules, des cycles thérapeutiques, des cycles aromatiques, on avait plus de stabilité, contrairement à les petites molécules qui étaient plus ou moins isolées, c'est-à-dire avec un benzène tout court ou avec une petite substitution, elles étaient plus réactives. Ceci, c'est juste pour savoir en termes d'activité quelles étaient les chances qu'une molécule, les chances de réactivité dans un site actif seulement. C'est-à-dire que ce n'est pas en termes de stabilité, en termes de molécules isolées. Vers le soufre, alors à partir de ces résultats qu'on avait déjà obtenus dans le laboratoire, nous nous sommes posé la question en fait en collaboration avec l'équipe de Marseille, Madame Azouza Malika qui était présente. On s'était dit pourquoi ne pas pour justement détourner cette résistance antibactérienne qui n'est pas connue forcément, qu'on n'arrivera jamais à éliminer. Donc à chaque fois, il faudrait choisir des cibles thérapeutiques et de mettre toutes les chances possibles pour atteindre cet objectif. Nous nous sommes intéressés justement au soufre. Mais l'idée du soufre, l'origine de cette idée venait déjà de travaux antérieurs de notre équipe. Les travaux antérieurs, en fait, c'était de l'époque de professeur Abdaoui Al-Ahmo, où ils avaient déjà fait cette permutation, ce remplacement. C'est-à-dire, par exemple, dans les ICR, les CNS, les CNU, on les a remplacés par les CNS. Donc, ce principe existait déjà. Les premières, en fait, le pivot de ma thèse à l'époque, avant le décès de professeur Abdaoui, c'était la molécule qui est tout en haut, où on jouait justement avec cette réactivité, avec le soufre et l'azote. Donc, c'est une idée qu'on avait déjà en tête. Mais une fois à Marseille, on avait la littérature, quand on a commencé à synthétiser et à préparer nos structures, qu'on s'est retrouvé avec des contretemps, la littérature nous a démontré qu'en fait, que le soufre avait quand même son potentiel, il avait son mot à dire dans la médecine actuelle. Et quand on s'est intéressé au cycle oxazolidinone, qui est un motif très intéressant et qui revient à chaque fois, et si jamais on pouvait l'améliorer et peut-être le stabiliser et le changer autant que thiazolidinone, on a trouvé que la littérature ne comprenait pas beaucoup. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de ça, mais le voie de synthèse n'existait pas tant que ça. Au fait, on a trouvé que 3 voies de synthèse et c'était très compliqué. Donc, du moment ce site, il est très intéressant, mais en fait, il demeure, parce que quand même, c'est des hétérocycles, c'est un hétérocycle avec 3 hétéroatomes, il nécessite un certain nombre de réactifs, d'étapes, et sinon des réactifs assez spécifiques. Et on était très captivés par
on était captivé par ce motif parce qu'il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de lecture, il n'y avait pas de référence. Et on a pensé à une autre voie, donc c'était une voie one pot, donc c'était voilà, c'était pratique, donc on a tenté de le faire. Et finalement, on a obtenu des cristaux et on avait raison de s'orienter vers cette voie. Procédé de synthèse. Alors pour la synthèse, c'est la voie usuelle utilisée par notre laboratoire. Bien sûr, c'était la première fois où on utilisait le soufre, donc c'est des molécules qui n'ont jamais été synthétisées et par cette voie, et même les molécules n'ont pas été déjà rapportées. Donc, nous avons pensé, parce que nous, on était très séduits par le chaînon acide, c'est-à-dire le thiazolidinol. Seulement, il y avait, en fait, le seul réactif qu'on avait trouvé, il était en Chine et c'était vraiment dans la pandémie, donc c'était pas possible. Donc, on n'a pas pu réaliser le thiazolidinol. Donc, on a pensé à produire nous-mêmes les réactifs. On est parti justement à réduire le thioester avec la hache. On a eu quand même droit, on a pratiquement gentiment mis le feu au laboratoire. C'était très dangereux. Et ensuite, en fait, on voulait justement halogéner. Seulement, la première réaction de réduction était très difficile et très médiocre. La quantité, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas 5% de rendement. Donc, en plus, il fallait déjà isoler pour passer à l'halogénation. Donc, on a tenté de récupérer, mais c'était pas possible. Donc, c'était médiocre, c'était d'un gaspillage, c'était pas écologique. Donc, on s'est orienté, donc on n'a pas pu former cette molécule qui est très intéressante. On est passé vers le 3-chloropropanithiol. Et finalement, il existait. Donc, notre fournisseur, c'était l'Angleterre. Donc au départ, on avait droit à ce produit et on a pu commencer justement à produire, à synthétiser, à former cette série. Nous avons tout au début essayé justement de calibrer la synthèse parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait réagir. Donc nous avons fait, pour ne pas justement, pour connaître un peu, pour mettre vraiment un protocole tracé. Donc comme avec l'aniline, nous avons tenté plusieurs bases. Nous avons tenté aussi de varier la quantité de base aussi, et de solvants. Bien sûr, les solvants, c'est des solvants aprotiques et dans un milieu anhydre, et aussi jouer sur le temps de synthèse. Nous avons finalement déduit que c'était une synthèse qui restait simple, qui restait en one pot, c'était pas compliqué de la faire, et on avait des rendements très intéressants avec l'aniline. Quand on a commencé par contre à varier notre série, donc on a joué un peu sur les amines. Donc au départ, comme on s'est référé un peu, on s'est basé sur la littérature, toujours le cycle aromatique était très important, il fallait aussi maintenir le fragment sulfonamide. Donc on s'est basé un peu sur les travaux de Nessai, où on a substitué surtout sur le para, la position para, ensuite on a essayé sur la position méta, et bien sûr on a utilisé des substituants, on a essayé de varier pour bien sûr faire des activités biologiques ultérieures, mais c'était vraiment un choix réfléchi. Finalement, on a obtenu de très bons résultats, mais bien sûr la voie de synthèse, au fait les conditions de synthèse changeaient finalement en fonction de la taille et du type d'amine. Je reviendrai sur ça. Ensuite, on est passé à la deuxième, c'est la même série, mais en fait, on a varié encore l'amine. On est passé à un amine secondaire, aliphatique, et ensuite, on a joué sur l'aromaticité, on a augmenté l'aromacité, ou le nombre de cycles, pour ensuite aller vers les hétéroatomes, qui demeurent aussi, qui ont été, donc on a la morpholine, on a aussi utilisé même la quinoline, la naphthalène, donc c'est des molécules qui ont été réfléchies, et aussi on a repris même, on a rajouté des degrés de liberté, partant du principe que parce qu'on ne connaît pas le mode d'action de cette molécule, on savait qu'elle avait une activité, mais on ne savait pas comment elle allait réagir sur une bactérie quelconque. Donc quand même, on a mis toutes nos chances, c'est-à-dire on a rajouté le degré de liberté, joué sur l'hydrophobicité. Donc et finalement on a obtenu, vraiment c'était une réaction généreuse parce qu'on a obtenu plusieurs cristaux, mais on n'en a rapporté qu'un seul, et on a rapporté la meilleure, la préférée, c'était avec les naphthalènes.
Ensuite, du moment qu'on a formé notre série, je suis restée un peu sur ma faim parce que moi, je voulais absolument avoir le cycle thiazolidinal. Donc, entre les heures, parce que j'avais droit à la documentation, je me suis penchée sur l'introduction du centre de chiralité, mais surtout sur les acides aminés. C'est quelque chose qui me séduisait beaucoup. Et je voulais absolument obtenir un peu le cycle. Et finalement, j'ai réussi. C'est vraiment ma molécule fétiche. On a l'oxazolidinol séparé avec la sulfonamide et le cycle thiazolidinol. Cette molécule n'a pas encore été rapportée. Elle est vraiment en cours d'exploration. Donc, je l'ai mise juste pour vous faire voir une de mes molécules préférées. Alors, on a bien vendu notre travail. On s'était dit que c'était quand même une synthèse one pot. C'était une synthèse one pot, qualité simple, mais je pense que professeur Meldes, il pourra le confirmer, le soufre n'est pas facile à manipuler. Voilà, donc si j'ouvrais un flacon, par exemple, de thiol ici, la faculté le sentirait. Donc moi, j'avais droit à l'équipe hygiène-sécurité chaque fois que je synthétisais. Donc c'est pourquoi on travaillait surtout le soir. Et on a en fait prolonger les temps de synthèse pour que, généralement ça prenait la nuit parce qu'on n'avait pas le droit de les manipuler. Aussi, on a eu une contrainte, c'était la disponibilité de produits. Donc il faut savoir que cette série a été entièrement synthétisée à Marseille. Donc c'était vraiment dans la période, c'était dans le cadre de la PNE en 2019, 2020, 2021. Donc c'était vraiment en cours de pandémie. Ensuite, donc, une fois qu'on a obtenu nos produits, on était tout content, on a publié, mais il fallait qu'on fasse une activité ou une application thérapeutique parce qu'on savait qu'on avait quand même des molécules qui avaient certainement une activité thérapeutique quelconque, mais surtout antibactérienne par rapport à la littérature qui existait. Donc, comme c'est une thèse j'ai eu droit à une formation théorique, donc on s'est intéressé à quelques applications, bien sûr en collaboration avec l'USTHB, en collaboration avec Aix-Marseille Université sous la direction de professeur Humble Stéphane, mais je n'ai pas tout rapporté, mais voilà. Donc nous avons pensé, donc une fois qu'on a une synthèse, qu'on a eu une molécule quelconque, qu'on a réussi à la synthétiser, donc qui a démontré une activité quelconque, en fait, il se peut que cette molécule ne passe pas et ne verra jamais le jour et ne sera jamais développée autant que médicament. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle peut présenter une toxicité quelconque ou elle peut avoir une biodisponibilité médiocre. C'est pourquoi il est très intéressant de connaître la qualité d'absorption de cette molécule. Si elle peut être distribuée par le corps ou pas, si elle peut manifester des toxicités ou quoi que ce soit, pour éviter à une période, vraiment de façon précoce, les gaspillages ou la perte de temps, c'est-à-dire où elle n'est même pas validée. Donc il existe des paramètres de conformité, il en existe beaucoup. À chaque fois, il y a une règle qui sort, qui est plus restrictive par rapport à une autre. Pour mettre au point, en fait, c'est un filtre utilisé, c'est des règles qui disent qui s'appuient sur des médicaments qui sont en cours qui sont déjà sur le marché, qui ont passé toutes les étapes. On a par exemple le drug-like, c'est du nom, donc c'est des médicaments qui ressemblent c'est des molécules qui ressemblent aux médicaments existants. On a la règle de Lipinski par exemple, c'est la règle de 5, qui est là pour identifier la qualité de la perméabilité. De toute façon, elles sont toutes là pour justement voir la qualité de la perméabilité ou la solubilité. Donc, par exemple, ils imposent, est-ce que le poids moléculaire, la masse moléculaire, il faut qu'elle soit inférieure à 500 grammes par mol. Par exemple, le nombre de donneurs, il faut qu'il soit inférieur à 5, le nombre d'accepteurs d'hydrogène inférieur à 10, et log de P, donc le log de P inférieur à 5. On a aussi la règle de Gauss qui a amélioré un tout petit peu, où il a un peu posé il a amélioré parce que 500 grammes par mol, c'est trop grand. La plage de log de P, elle est donc c'est très grand. Il a rajouté aussi le nombre d'atomes. Il ne fallait pas que ça soit énorme parce que les sites actifs généralement sont petits. Et on a la règle de Weber qui est plus restrictive, où elle a encore ajouté 10 liaisons rotatives et moins de surface polaire
qui ne doit pas dépasser les 140. Donc on a utilisé ces filtres, on en a utilisé plusieurs, donc on les a mis sur le tableau ci-dessous, ci présent, et au fait on a remarqué que toute notre série répondait à ce filtre. C'était quelque chose d'intéressant aussi, de prometteur pourquoi pas, sauf pour les molécules nitrosées avec leur électronégativité où il y avait une violation de la règle de Weber. Voilà, c'était en termes de... en fait, elle était tellement polaire, donc elle dépassait le TEPSA. Ensuite, on avait le profilage pharmacocinétique qui apportait aussi, c'est un autre type de filtre, mais c'est pour voir le type de biodisponibilité, de distribution, si vous voyez, de perméabilité dans le corps. Donc, en fait, c'est des descripteurs qui évaluent la perméabilité dans le sang pour atteindre dans le cerveau, dans les intestins, c'est voir si cette molécule justement elle n'est pas trop perméable ou pas, elle peut atteindre par exemple le système nerveux ou pas. Donc ça c'est des critères qui ont été mis, qui sont toujours utilisés. Donc on a une seule violation c'est le potentiel de solubilité, pareil pour je crois que c'était je n'ai pas les images. Je pense que c'était aussi pour le fluor, si je ne me trompe pas. Une fois qu'on a fini avec la démétox pour voir la qualité de la biodisponibilité de nos séries dans le corps humain, si elles étaient absorbables par voie orale, ce qui était le cas, nous nous sommes intéressés parce que on est en train de tester, de faire l'activité biologique, de voir justement la portée de leur potentiel thérapeutique. Nous avons fait une étude pharmacodynamique complémentaire à la pharmacocinétique pour comprendre un peu le mécanisme d'action, autant qu'antibactérien, autant qu'antifolique, c'est-à-dire inhibiteur de la synthèse d'acide folique, se basant que le motif thiazolidinone ou thiazole était similaire à celui de l'oxazolidinone, donc ils avaient potentiellement la même cible thérapeutique, autant qu'inhibiteur inhibiteur antifolique. Seulement, on n'a pas utilisé un amarrage normal, un docking moléculaire simple, où même s'il est flexible, au fait, donc il y avait le processus substrat-clé serrure. On a utilisé un amarrage qui a un peu plus d'actualité, c'est l'amarrage à ajustement induit. Cet amarrage, en fait, partant du principe que finalement la protéine n'est pas rigide et même si elle est flexible, il se peut qu'elle ne s'adapte pas au substrat, au ligand. Donc par contre, cet amarrage à ajustement induit, il induit une conformité, c'est-à-dire que le site actif, non seulement il est flexible, mais il s'adapte. Donc, ce n'était pas la serrure clé où c'était rigide, non, il s'adapte comme le démontre la photo. Donc, la première, donc, vous voyez que les formes ne sont pas vraiment identiques, donc c'était pas vraiment, ça ne se plaçait pas automatiquement, mais la protéine qui est en gris, elle s'adaptait avec le substrat qui est vert. Donc, vous voyez bien. Généralement, un docking ordinaire, même s'il est flexible, il faut vraiment que ça soit complémentaire du premier coup, même si elles sont flexibles. Donc on s'est intéressé à ce type d'amarrage où il demande plus d'étapes, mais il est plus proche de la réalité. Donc c'était toujours dans le cadre de la prédiction de l'activité, on va dire, précoce. Voilà. Donc les résultats qu'on a obtenus autant qu'antibactériens, c'est-à-dire qu'on a visé la DHPS, c'est que, en fait, en comparant avec le médicament de référence qui est le sulfamétoxazole, notre série ne le détrônait pas. Donc finalement, notre série n'est pas vraiment efficace contre la DHPase. Donc il se peut qu'elle est efficace, par exemple, quand son site actif il est ailleurs. Donc on a fait quand même cette étude et on a vu que notre série n'agit pas autant que sulfonamide, inhibiteur de l'acide folique, bien sûr, parce que déjà c'est pas des sulfamides, c'est pas des sulfamides, on avait plus, c'est les thiazolidinone, je pense qu'ils l'ont porté. Donc là en dernier, vous voyez la dernière ligne, donc c'est les meilleurs scores sont celles de sulfamétoxazole. Ce que vous voyez sur l'image, en fait, ça c'est le docking moléculaire permet à reproduire le complexe
le complexe, l'arrêt, pour comprendre les interactions qui se passent entre la cible thérapeutique et le ligand. Donc là, vous voyez par exemple qu'il y a eu des interactions qui, en fait, ce n'était pas que seulement des interactions hydrogènes. Donc finalement, l'hydrophobicité, elle était vraiment là et elle se présentait par les petits pointillés bleus ou carrément les lignes vertes. C'est-à-dire ce qu'on avait pensé au préalable, que le donneur-accepteur, c'est bien gentil, l'interaction hydrogène, la liaison hydrogène, elle est bien, elle est stabilisante, mais c'est l'hydrophobicité et l'électrostatique qui l'ont porté. Voilà, on l'avait confirmé avec ces études. Ensuite, on a pensé à prédire autant que antifongique. Et là, en fait, on était content parce que finalement, nos produits, ils détrônaient les médicaments de référence et ils avaient une affinité meilleure. Et on l'avait vu. Et vous voyez la petite image qui est en noir, le fond noir. Toutes les petits pointillés verts, ce sont les interactions hydrophobiques impliquées. Donc c'est quelque chose qui... et avec la molécule. Donc la meilleure molécule qui a donné la meilleure affinité, c'était les naphthalènes, comme on l'avait prédit. Et le naphthalène, il interagissait et en fait, il se mettait bien dans le cycle et vraiment, il stabilisait le complexe. Voilà. Et vous voyez encore, là, c'est encore mieux. Donc, vraiment, il y a une interaction, c'est flagrant. Donc, on a pu comprendre que finalement, l'hydrophobicité, elle emportait et elle avait un impact. Donc, c'est pourquoi c'était, en fait, ça confortait l'hypothèse qu'on avait fait avec les oxazolidinone en augmentant, en jouant sur la structure. En conclusion, donc, la conclusion, nous avons décrit une nouvelle classe de thiazine, substituée par un sulfamol à partir de réactifs simples et disponibles dans le commerce. Une caractéristique clé de la présente méthode est que le produit sont synthétisés en une seule étape, comme on avait déjà évoqué, et sont stables, facilement isolables et caractérisés. Donc isolable, c'est vrai qu'on n'avait pas à isoler, mais on a dû utiliser plusieurs méthodes de recristallisation. Les autres avantages de ce protocole sont sa simplicité opérationnelle, ses réactions à court terme et ses rendements bons à excellents. Ce qui concerne le descripteur de dragabilité, ils répondent parfaitement aux exigences de l'ADME et les évaluations ont montré une bonne synergie entre la structure et l'activité antifongique en ce qui concerne le docking moléculaire. Les modifications structurelles basées sur l'encombrement stérique et le potentiel hydrophobique des N-arylsulfamoxazodinone ont montré leur stabilité, de même dans les travaux actuels. Le rallongement d'élan de l'activité antibactérienne, on pense qu'il a été vérifié. En perspective, dans l'ensemble, nous envisageons d'explorer l'activité thérapeutique des structures rapportées précédemment, tout en déterminant leur mode d'action. Nous avons également convenu une investigation ab initio approfondie dans la réactivité étude structurale, bien sûr, études structurales, que ce soit ligands et protéines, donc vraiment poussées, et nous prévoyons de tester de nouvelles séries plus complexes à des conditions opératoires plus responsables. Voilà, donc ce sont les membres de l'équipe de Marseille qui ont contribué dans l'ensemble de la thèse, pas forcément les travaux qui sont présents aujourd'hui, qu'on a rapportés, mais Dr Mazouza, on doit reconnecter, Dr Frédéric qui était c'était mon sponsor, Dr Jamel, Dr Khatmi grâce à qui tout a commencé, et professeur Stéphane Humble avec qui j'ai fait déjà plusieurs travaux qui sont encore en cours de publication. Et c'était dans le cadre de plusieurs stages en France, dans le cadre de modélisation moléculaire. Et je vous remercie. Avant de donner la parole aux membres du jury, donc je vous demande d'essayer de vous connecter avec Madame Mazouza, si possible. Si, je vais le faire. Bon, je vous donne 2-3 minutes pour le faire. هو راكب بالكامل.